Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Vous parlez du temps. Et tout d'abord, en une introduction, j'aimerais vous demander qui pense ne pas avoir de temps, parfois. Qui parfois pense ne pas avoir de temps, se trouver dans une situation où il n'a pas de temps, justement. Bon, on est d'accord, tout le monde. Même nous, d'ailleurs, on va pas vous mentir, on a pris du temps pour faire cet exposé, mais seulement une semaine à l'avance, alors qu'on avait déjà des mois, parce qu'il y a plein de choses, il y a les DST, etc. Et vous voyez, nous-mêmes, on a été pris de court par ce temps, hein, et qui nous submerge, mais en réalité, la proposition de ne pas avoir de temps est une proposition erronée, parce que justement, nous avons du temps. Ça, c'est la première chose, c'est la grande thèse, c'est le premier point de ce livre, c'est on a du temps. Nous avons du temps parce que nous vivons, nous avons du temps parce que nous sommes, hein, et dès que nous n'aurons plus de temps, eh ben, nous ne serons plus, nous ne vivrons plus. C'est peut-être un peu triste comme ça à dire, mais c'est la réalité, nous avons du temps. Mais la chose que nous n'avons pas, c'est du temps à donner. Nous n'avons pas du temps à donner, à accorder aux choses. Et pourtant, vous êtes bien là, à m'écouter aujourd'hui, à me donner du temps de votre vie pour nous écouter parler de Pascal Chabot, et donc de comment avoir du temps et avoir du temps en soi. Le titre du livre de Pascal Chabot qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, un bref récapitulatif sur l'historique de Pascal Chabot. Pascal Chabot, c'est un philosophe belge qui a beaucoup travaillé sur les questions notamment du travail, le monde du travail, et qui a publié depuis 2003 une série d'ouvrages sur une réflexion des tendances capitalistes de notre société, et notamment de notre tendance à calquer notre vie privée sur les attentes du monde du travail. C'est ainsi que dans son livre Burnout, il explicite cette théorie qui va lui servir peut-être de base, de socle, qui n'est pas explicitement dit dans le livre, mais de socle de réflexion sur avoir le temps. En effet, Pascal Chabot balaye la plupart des aspects proprement spécifiques de notre société. Et en 2021, quand il publie ce livre, il vient de traverser une certaine crise que tout le monde a connue, c'est-à-dire celle du confinement, qui lui a fait se poser la question de qu'est-ce qu'est ce temps, comment se matérialise ce temps qui nous a tous échappé pendant plusieurs mois, de longs mois de suspension. Cette réflexion, elle se trouve déjà en germe dans ses précédents ouvrages, tels que le traité des libres qualités. Et c'est pourquoi Avoir le temps propose une réflexion qui est particulièrement portée sur notre rapport au temps, lequel est dénaturé par le monde du travail. Ainsi, il y a deux buts principaux qu'on peut dégager du livre. C'est le premier, de percevoir le temps. Percevoir le temps, c'est-à-dire comprendre ce que représente le temps, ce qu'il est. Le temps, en fait, c'est quelque chose qui est partout, qui est global, mais que personne n'arrive à cerner, puisque finalement, on va faire des limites, des divisions dans cette espèce d'entité qui n'a pas de nom propre. L'influence des cultures va avoir un grand rôle sur la définition du temps. On va en faire des dieux, par exemple le chronocrator grec. Et donc, c'est une influence, une perception du temps qui va nous amener à faire plusieurs divisions, comme celle du temps quantitatif et du temps qualitatif. Et aussi celle du temps objectif et du temps spontané, qui vous seront explicités plus tard dans l'exposé, et qui sont au centre de la réflexion du livre. Alors, d'ailleurs, concernant cette réflexion est basée et axée sur 3 points, hein, un découpage du livre en 3 points. Le premier, c'est avoir le temps, hein, qui est la thèse générale, hein, la grande thèse du livre. C'est justement le fait qu'on se plaigne de ne pas avoir de temps, pourtant on l'a, hein, premièrement, mais c'est aussi toutes les questions qui englobent qu'est-ce que le temps, quelle en est sa quantité, quel est le temps sur la mesure quantitative, et aussi sur la mesure qualitative du temps. Hein. En réalité, cette thèse générale, c'est prendre le temps de comprendre qu'on l'a. Le deuxième découpage, si l'on peut dire, c'est la diachronie. C'est l'évolution du temps dans le temps en soi. C'est donc l'hypertemps, le progrès, le destin. En somme, les visions du temps dans notre monde actuel. De plus en plus basées sur la quantité du temps, notamment la quantité que l'on utilise pour travailler, la quantité que l'on perd en loisirs, si l'on peut dire que c'est perdre, hein, parce que je ne sais pas si considérer le loisir comme une perte de temps
c'est la véritable vision qu'on peut avoir du loisir. En somme, c'est la gestion du temps quantitatif et du temps linéaire, le temps dans le passé, dans le présent, dans le futur, avec bien évidemment le progrès et le destin. Et à la fin, la troisième partie, la synchronie, c'est les temps superposés. C'est comme la synthèse de son exposé chronosophique, hein, c'est la synthèse du livre en soi. C'est un regard déjà plus axé sur la qualité du temps, comment travailler son temps, comment le cultiver, et donc c'est concilier le temps en soi, c'est concilier les temps. Et donc en fait, on peut en tirer une problématique générale qui est celle de savoir comment parvient-on à cultiver son temps. Cultiver son temps, c'est donc le deuxième grand élément du livre, c'est la question de la jouissance du temps. Puisque ce temps, il passe si vite qu'il nous échappe dans notre société actuelle. Et maintenant, il s'agira de sortir des représentations usuelles de la temporalité, qui sont celles qui ont été nommées par Silver, hein, donc le destin, l'occasion, le progrès, l'hypertemps, bien évidemment. Et donc, c'est sortir de cette représentation pour pouvoir vivre le temps comme étant notre temps. C'est l'appropriation du temps à nous-mêmes. Voilà. Avec ça, comme on vous l'a dit, il y a des grands concepts comme l'hypertemps, le progrès, la spirale aussi est un grand concept, la spirale dont je m'en vais vous parler. Et quel symbole est plus merveilleux pour qualifier le temps que la spirale, un symbole qui unit à la fois la représentation du temps cyclique et linéaire, un symbole donc qui structure à la fois le ressort, à la fois les fillages d'un champ pour y acheminer de l'eau, ou même le motif de la coquille d'un escargot, par exemple. La spirale est un motif qu'on retrouve partout avec un concept, une chose qu'on retrouve tout le temps, c'est une chose qui avance, qui tente à se dépasser et qui, quitte à tracer quitte à tracer sa propre ligne et à repasser par sa négation, hein, on peut faire du coup un parallèle avec la dialectique hegelienne qui, dans son avancement, hein, dans l'évolution de celle-ci, passe par sa propre négation pour en tirer une synthèse, la synthèse qui est ici la synchronie. Pareillement, dans la répétition de Kierkegaard, qui est une reprise en réalité, où l'on retrouve les choses en double à la fin. On répète, mais en mieux. C'est une sorte aussi de transcendance. La spirale, c'est ce motif du temps qui avance, du temps qui évolue, du temps qui progresse. Un deuxième concept qu'on peut aussi tirer du livre, hein, bien évidemment, c'est l'hypertemps. L'hypertemps, c'est le temps de notre monde actuel. Et dans hypertemps, qu'est-ce que l'on reconnaît? La particule hyper. Hyper qui signifie l'exagération, l'augmentation. Et c'est exactement ça, notre monde actuel. C'est l'augmentation du temps jusqu'à son exagération. Hein, nous sommes pressés par tout, nous sommes pressés par nos horaires, par nos montres, par nos téléphones, par le monde informatisé, par les réseaux sociaux, etc. Nous n'avons plus de temps à consacrer à nous-mêmes. C'est ça, ce qu'on peut tirer de l'hypertemps, c'est que la morale, si on peut dire, que l'on peut tirer de l'hypertemps, c'est que l'on n'a plus de temps consacré à nous-mêmes, consacré à soi, revenir un petit peu sur nos fondamentaux et prendre un peu d'écart avec cette société qui va toujours plus rapidement, qui est toujours plus fastueuse, qui se dépasse et qui tente à l'exagération, qui tente à ne plus avoir de temps. Un autre schéma qui précède là, pour le coup l'hypertemps, c'est celui du progrès. Le progrès, c'est l'optimisme du mieux. C'est un temps linéaire qui est donc en forme de flèche, comme on a souvent tendance à le représenter, c'est la chronologie donc. Et ce progrès, il est principalement caractéristique du XXe siècle, du XIXe siècle, dans lequel on est entré dans l'ère industrielle et aussi dans une ère du scientisme, qui est donc la foi en la science et en ce temps objectif. Ce progrès, finalement, c'est la hausse constante où l'échec n'existe pas. C'est la fin des bornes morales aussi. C'est l'incapacité à s'apercevoir des possibles régressions. C'est l'accélération folle des extrêmes. La foi en la science, devenue scientisme, comme je vous l'ai dit, place le décompte du temps au centre du bon fonctionnement du monde. Ce progrès, finalement, c'est un temps qui est complètement perverti. Et un autre concept clé aussi, c'est celui du destin, qui là n'a rien à voir, puisque c'est l'une des premières représentations du temps qu'on connaisse. Ce concept du destin, il est quand même très lié avec une sorte de théologie, une sorte de rapport au religieux, dans lequel le temps serait déjà déterminé.
c'est l'idée de dire que l'avenir est déjà écrit. L'avenir déjà écrit, le futur écrit d'avance, c'est finalement donc l'impossibilité d'échapper à son destin, à sa propre histoire. C'est quelque chose qui nous rend impotents finalement face à nos propres actions et à notre propre existence, et qui alimente une sorte de passivité vis-à-vis de notre existence. Ce mécanisme pervers devient alors une existence, une angoisse de la vie. Donc maintenant, on va vous dire pourquoi il faut lire ce livre, pourquoi on l'a aimé. Alors personnellement, c'est surtout le retour sur soi-même, le retour sur la qualité du temps que l'on passe. C'est cette vision que Pascal Chabot a du temps qualitatif, de comment le cultiver, de reprendre ces esprits, de se rendre compte dans quel monde nous vivons et quel temps nous afflige, le temps qui se presse toujours, et de se consacrer un peu de temps via par exemple la méditation pour soi-même, du temps de qualité, qu'on peut dire. Et je vous lirai à la fin les derniers mots de Pascal Chabot sur ça, qui sont d'un grand enseignement. Donc pour ma part, alors quelque chose qui m'a profondément touché, c'est la notion actuelle du livre, c'est-à-dire qu'il a été publié très récemment, comme je vous l'ai dit, en 2021, après une période qui nous a touchés tous, et très fortement, je pense, qui a modifié aussi notre rapport au monde, notre rapport avec la société, et qui nous a renfermés un petit peu. Cette notion a aussi touché notre rapport au temps, puisque personnellement j'ai vécu des heures d'ennui pendant le confinement. J'avais l'impression d'être coupé de tout, c'était quand même assez effroyable. Et quand j'ai lu le livre de Pascal Chabot, dans lequel il fait aussi part de son expérience du confinement, j'ai senti des points communs, des espèces de liens entre sa vie et la mienne, et finalement peut-être la vie de n'importe qui dans cette salle, qui est celle d'un temps qui a été approprié par un monde, celui du travail en l'occurrence, et qui est complètement déstructuré, dans lequel on ne se laisse même plus vivre. Et c'est finalement, dans ce livre, j'ai trouvé une espèce de bulle d'air, une sorte de secours. C'est exactement ça, c'est le secours, il vient surtout sur cette dernière phrase. S'il y a bien un universel humain, c'est celui-là. Nous avons le temps, un peu de temps de qualité. Travaillons-y et profitons-en. Merci. Merci. Éléments que vous avez soulignés, parce que vous dites beaucoup de choses, et pour le coup, dans le livre, il y a quand même une organisation qui était plus structurée que ce que vous avez présenté de ce livre. Une des forces du livre, c'est de montrer que notre rapport au temps est culturellement déterminé. C'est-à-dire qu'on est passé effectivement de l'idée de destin, qui était violent, voilà, il a bien pu déployer quelque chose qui était déjà là, à l'idée de progrès qui, au contraire, nous a inscrit dans une idée d'histoire, de maîtrise des phénomènes, et notamment du temps aussi. Et enfin, nous sommes passés à l'hypertemps, c'est-à-dire, ce qu'il appelle l'hypertemps, c'est le marquage, je vais vous lire un petit extrait, parce que vous avez tous dû le connaître, dans ce hypertemps. L'hypertemps, c'est en réalité, il parle d'omniprésence du temps, mais c'est en réalité l'omniprésence du marquage permanent du temps. Alors voilà, comment il décrit sa propre journée, 6 heures réveil, 6h15 douche, 6h30 café, 6h50 voiture, 7h embouteillage, 16h15 embouteillage et radio, 7h30 école, 8h15 radio et embouteillage, 8h30 bureau, bon, voilà, etc., etc. On y est. On est tous là-dedans. Donc on est passé d'une espèce de fatalisme où notre rapport au temps nous installait dans une espèce d'impuissance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à une image du temps comme progrès. Le progrès, c'est finalement, alors il y a une chose très importante que vous avez dit, c'est que pas voir le temps comme progrès permanent, c'est être incapable de se représenter la possibilité d'innovation. Et c'est effectivement ce dont quoi a été, disons, tout le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Il y a des remarques tout à fait passionnantes sur le fait que l'apparition des horloges, les montres à gousset par exemple, c'était un marqueur social. Ça c'est vraiment tout à fait passionnant, que l'apparition de ce marquage du temps était en même temps l'apanage d'une certaine classe sociale, et en même temps un certain type de rapport au temps. Oui. D'ailleurs, c'est ça
avec une vision assez apocalyptique, dans le sens ordinaire du mot apocalypse, ça va être quelque chose de mal, etc., etc. Donc on est écartelé entre ces visions du temps. Ça, j'ai trouvé ça très passionnant de voir qu'il n'y a pas. Donc, effectivement, il fait un récapitulatif des visions successives qu'on a eu du temps. Temps linéaire, il y a eu le passé, le présent, l'avenir. Ou au contraire, temps cyclique, les choses reviennent toujours aux mêmes. Et avec cette espèce de dépassement, qui est très belle d'ailleurs, en tant que plan culturel, à travers l'histoire de la spirale, où finalement ça reviendrait, mais peut-être que ça pourrait être repris, donc il y a le mot de reprise, en effet, où finalement les choses sont refaites, mais on pourrait peut-être les reprendre en mieux ou les améliorer. Donc c'est pas simplement une répétition de ce qu'il faut s'insuffler, de ce qui a déjà eu lieu, mais qui pourrait peut-être aller vers le nouveau. La répétition, c'est pas une répétition en soi, c'est une répétition avec une transcendance. C'est ça. Quelque chose qui se transforme. Exactement. Et à la fin, c'est bien comme il s'appelle. Il avait donné un exemple, je ne me rappelle plus très bien, mais il a tout en double. Oui, c'est a ça. tout en double après la répétition. C'est ça en fait le temps, mais je pense qu'il y a un autre problème derrière le fait que ça évolue tout le temps comme ça. Avant l'apocalypse, il y avait un premier problème. C'est le temps d'individu. L'individu s'efface derrière tout le temps et s'efface derrière sa propre évolution. C'est un progrès parce que c'est un mouvement comme ça et on est tous dans le mouvement, embarqué dans le mouvement comme quelque chose et on s'efface derrière ça à notre nous, notre pouvoir, notre être, notre individu s'efface derrière ce mouvement. Oui, absolument. Alors évidemment, la grande question sous-jacente à ce livre, c'est quel rapport au temps devons-nous entretenir pour que nous soyons au plus juste dans notre humanité. Donc effectivement, est-ce que ce temps hyper marqué, hyper complètement signifié en permanence, vous avez les écrans, les ordinateurs, partout il y a un marquage du temps, ce n'était absolument pas le cas auparavant. Donc est-ce que ce marquage du temps nous permet encore d'être dans un rapport au temps qui puisse accomplir notre humanité, ou est-ce que ce type de rapport au temps est en train de nous détruire? Donc c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que les autres, est-ce que vous sentez-vous que vous êtes pris dans un rapport au temps où finalement vous êtes privé de votre existence? Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je ne m'accorde pas avec les 24 heures, l'intériorité qui serait nécessaire pour prendre le temps d'accomplir réellement les choses humaines. C'est terrible ce truc-là. Les sentiments. C'est quand même. Il y a des journées où je suis noyée. Oui. C'est les choses que j'accomplis. La preuve par les gens, elle donne du temps. Les choses que j'accomplis dans ce temps, je les ai accomplies, mais sans avoir le sentiment d'avoir été dans l'approfondissement pour intérioriser certaines observations, le sens de ne pas avoir bien accompli. Dans le sens bien accompli, d'avoir été au bout. Alors, non seulement bien accompli, Au bout, il n'y a jamais fin, bien entendu. Mais je veux dire, on ne peut pas avoir, comme un tableau, par exemple. On commence à peindre, on développe, on ajoute, on revient, et puis à un moment donné, on dit, bon, là, je vais faire. Et dans certaines journées, effectivement, le tableau, j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé. Il est battu. Et je ne peux pas venir dessus parce qu'il y a autre chose qui est fait. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça, à la fois, ça dit que tu ne peux pas toi-même pousser ton action jusqu'au bout,
Mais en plus, tu n'as pas le temps de te donner la possibilité que la chose elle-même se mûrisse. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est que dans l'activisme. Alors, l'action ne peut pas être menée jusqu'au bout, et deuxièmement, les fruits de l'action ne pourront pas être recueillis. C'est bien, vous avez dit quelque chose. Je veux dire, Ah, je suis désolée. Moi, j'ai vraiment l'impression, et je te rejoins à 100%, on est dans avec cet hyper-temps, on est dans le faire, tout le temps, on est dans le faire. Et l'être, il disparaît. Il disparaît complètement au profit du faire. Il faut être productif dans nos sociétés. Et voilà, il faut faire. Être. Et pouvoir avoir aussi un compte à donner. Voilà. Le progrès qui nous a automatisé, ça automatise les individus dans une société. Le travail, justement, comme il en a parlé, parce que Cao, parce que le truc que ces horaires, etc., tout à respecter, les délais, exactement le délai, les choses qui se rendent dans un certain délai, etc., les missions que l'on a, ça nous automatise, on fait la mission et on ne prend pas de temps pour réfléchir sur ce qu'on a fait, par exemple, ou et à la fin d'une journée, par exemple, on n'a plus de temps pour réfléchir sur nous, on a fait ce qu'on nous a demandé de faire, et en fait, on est automatisé, comme ça on n'est plus des individus, on est des sortes d'automates régis par la loi du temps. Ça peut aller jusqu'à C'est très clair. C'est sûr, mais justement, la violence du confinement, c'est qu'on n'apprend plus du tout aux enfants à s'entraîner. Il faut qu'il y ait du plein tout le temps. Plus du pas. Voilà. Ben et Aurore, il y a dit. Moi, ça fait penser à ce qu'on a connu le temps de l'argent, simplement parce que voilà, quand on perd du temps, on perd quelque chose, on perd des moyens, on est vraiment l'esclave des trois petites aiguilles qui tournent, un temps qui n'est pas le même, un utilisateur, c'est quelque chose qui est terrible aussi, et l'expression de temps de l'argent, elle prend son sens, donc si vous avez dit que aujourd'hui c'est pas être, mais c'est faire, et que si on ne fait pas, c'est ce qu'on perd aujourd'hui. Moi, je voulais revenir sur le point que vous avez dit par rapport au fait que le temps, ça nous empêche, entre guillemets, d'évoluer. Parce que, par exemple, je prends une situation dans la vie de tous les jours, par exemple, la file d'attente. Parce que je sais pas si dans le livre, il parle des normes sociales qu'on a intégrées dues au temps. Par exemple, dans une file d'attente, la norme, c'est de ne pas dépasser les autres parce qu'on est dans l'attente que, une chose va nous arriver. Par exemple, on est dans l'attente d'une promotion. Et donc, s'il y a plusieurs personnes avant nous, on ne va pas les dépasser parce qu'on est dans l'attente que la promotion, nous sera peut-être donnée. Donc déjà, il y a cette dimension-là pour savoir s'il parle justement des normes sociales qu'on a intégrées à cause de ce rapport au temps un peu biaisé. Et ensuite, il y avait une chose, mais je ne me rappelle plus. Et je me rappelle plus. Déjà, on va répondre à cette question. Non, déjà, est-ce que tu as écouté le podcast sur la file d'attente sur le chemin de la connaissance? Non. Sur le chemin de la philosophie, parce qu'ils disent ce que tu viens de dire, à peu près, sur la file d'attente. Je me suis dit, je me reconnais. Ah oui. Donc, c'est ça, en fait. C'est la place des gens dans le temps. Dans une file d'attente, c'est si les premiers qui est l'an dernier et la personne l'an dernière va devoir attendre que le premier passe comme ça, et c'est peut-être aussi immédiat, parce que c'est très linéaire, comme ça, une file d'attente. En plus, une file d'attente, on est tous les uns derrière les autres, dans un outil assez linéaire. On aura juste perdu justement du temps, on aura donné du temps qu'on aura littéralement perdu pour ne pas avoir le travail, parce que quelqu'un avant nous, dans cette même file d'attente, a eu le travail. On veut dire, c'est toute la question du livre, le rapport de la culture ou des normes sociales avec le temps. L'idée, c'est de dire que le temps a été modelé selon des normes sociales, selon une culture précise, et à travers les âges. C'est pour ça que je vais faire un appel au schème de Kant, c'est-à-dire des schémas de modélisation. Et donc, donc c'est l'idée de dire qu'il y a plusieurs façons de voir le temps à travers les âges qui ont été modelées par les sociétés. Et donc finalement, les normes sociales, elles sont plus intégrantes là-dedans. Si on parle du progrès, notamment de l'ère industrielle, cette idée qui est effectivement excellée pour être productive, c'est le fordisme. C'est la réflexion sur le gain de temps et le gain d'argent. C'est clair que la norme sociale est vraiment dans le temps. C'est elle qui fait le temps, c'est elle qui nous construit.
politique, on fait forcément un lien par rapport à ce que tu disais. Lui, il a beaucoup réfléchi sur la question du travail. Et moi, je trouve qu'il est très influencé par le marxisme. Et il donne finalement quelques solutions en fait par un mal ou par du mal. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il disait au début en introduction, c'est très vrai. L'argent, c'est du temps, le crédit, c'est du temps. Et on nous a volé le temps. Ils ont réussi avec la pénalisation, on ne devient plus des ouvriers et on n'est plus des artisans de nos vies et de nos métiers. Donc on a perdu du temps. Donc la solution est de simple que je dis, c'est de faire gripper la machine et de prendre du temps. Bah, par exemple, un médecin, on lui a dit si tu veux pas faire craquer la machine de l'hôpital parce que c'est chaud pour nous, c'est 10 minutes par patient. Il a bien compris. Donc il aurait devenu un artisan. Et c'est dire, voilà, bah, peut-être oui, il y a un respect aussi, malgré tout, il ne va pas prendre 3 heures parce qu'il faut quand même qu'il soit des autres. Quand on a un travail à rendre, bah, c'est aussi le respect au niveau de la date de l'enseignant. Mais dire à un moment donné, madame, monsieur, il y a des choses que je n'ai pas compris. Il y a des choses que j'ai besoin de prendre du temps, est-ce que vous voulez un délai? J'ai besoin de prendre du temps. Et voilà, et ça va modifier notre commerce avec eux sur le temps et la rencontre. Voilà, moi, c'est quelque chose. J'ai vécu ailleurs en France, moi, ça a été terrible pour moi de voir où c'était. Moi, je sens qu'il y a élastique à certains endroits. C'est-à-dire qu'on discute 10 minutes, 3 heures, c'est pas grave. Enfin, on s'assoit et on passe des heures à prendre un café, je vous assure. Ici, j'ai jamais retrouvé ça et on trouvait bizarre que je prenne autant de temps. Après, est-ce qu'elle a quelque chose qui cache voilà, elle parle beaucoup. Elle prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que ce rapport au temps massacre les personnes et à la fin, on s'attaque quelque chose de bien. Et voilà, je pense que notre façon de faire gripper cette machine qui déshumanise, c'est de revenir des artisans de nos vies. Oui, non, mais je souscris à ta proposition. C'est très clair que dans le travail de Pascal Chabot, c'est pas du tout par hasard qu'il est passé d'une réflexion sur le burn-out à une réflexion sur le temps. Parce qu'en réalité, le burn-out est la manifestation d'un certain rapport distordu au temps. C'est très très clair. Et il y a deuxièmement, c'est très très important, il y a un acte de résistance à poser face à ça. Moi, j'ai vu par exemple tout dernièrement, d'un seul coup, on reçoit un jour du rectorat une demande de rendre, je sais plus, peut-être 3 jours plus tard, une réévaluation complète de nos façons d'évaluer les techniques. Fort heureusement, la direction a dit non, on va pas le faire. Et il y a un moment, il faut dire on va pas le faire parce que ça n'est pas possible. On ne va pas pouvoir, dans un temps raisonnable, raisonné, ignorer ce que tu dis, où on pourrait déployer le phénomène sérieusement, parce que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que tout est parti dans notre... tout est ni fait ni à faire. Ça, c'est quand même très impressionnant. C'est un monde du travail bien fait, qui est aussi une distinctive des sociétés de ce temps, n'est plus possible. Ça peut plus être un vrai travail. Un véritable travail, c'est celui où tu peux pousser l'action jusqu'au bout et tu peux laisser venir les fruits de l'action. Voilà. Et donc, je suis d'accord avec toi, il y a un acte de résistance à poser. Ah ben non, c'est pour demain le truc, non, c'est pas possible. Là, il y a véritablement une espèce de révolution très simple à faire, c'est de dire, bah non, il n'y a pas de possibilité d'accélération plus grande de l'activité, et donc on va développer. Une solution. Ouais, vas-y, ouais. Au tout début, quand on parlait de la technologie, de la technique de l'horloger, il y a aussi une grande distinction avec la bourgeoisie quand on a inventé l'horloge, la politique aussi, parce que les bourgeois, par rapport, alors avant c'était le clergé qui avait le temps avec la cloche, les bourgeois, les politiques qui offraient des horloges, des cadrans solaires, etc. dans les villes, qui permettaient de maîtriser le temps, d'avoir un pouvoir. Les bourgeois ont eu ensuite la montre. Voilà. Ils se mettaient quelque part au-dessus de la masse avec la maîtrise du temps. Ils s'étaient sous la masse, du coup, c'était des paysans. Et eux, le rapport au temps, peu importe en fait s'ils avaient des horloges ou pas, c'est pas la question, parce que le but, c'est qu'ils poussent. C'est pas avec l'horloge que tu vas pousser. Et la vraie valeur au temps, elle est là. Donc parfois aussi, se dire, voilà, bon, j'ai mes écrans, etc., je peux les éteindre déjà.
dire, par rapport à mes besoins véritables. C'est-à-dire, est-ce que je décide par rapport à l'horloge chronologique, c'est-à-dire, la nuit, c'est le temps de la nuit. La nuit, qu'est-ce que j'y fais? Est-ce que je raconte des histoires à mes amis? Est-ce qu'on n'arrête plus des écrans et on discute entre nous? Quand même, avant, quand on était crédité pour se réchauffer, parce que la nuit, c'est la plus noire, on se réchauffe. On se lève avec le soleil. On mange quand on a faim, quand on a besoin. Donc, on se réapproprie des choses aussi très naturelles, très basiques pour faire part avec notre humanité, notre chair. Voilà. Et peut-être des temps de vacances, mais on peut faire ça, partir juste avec une tente à la montagne, je ne suis pas très loin, je ne vais pas très loin. Voilà, et de dire, voilà, je vis avec les temps. J'aime beaucoup ton expression faire corps avec notre humanité. Il y a véritablement quelque chose qui doit passer par le corps. On doit réécouter ce que nous dit notre corps. Notre corps, il nous dit qu'on est tout. Il faut quand même être tout à fait lucide vis-à-vis de ça. Notre corps, il nous stop. Au fond, peut-être le meilleur indicateur de notre rapport juste au temps, ça pourrait être le corps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, d'ailleurs, petite anecdote, les paysans de Cannes avaient la même relation au temps que les bourgeois avec leur monde. Étant donné que tous les jours, à la même heure, faire sa petite balade, tous les jours, à la même heure, au même moment. Ça rythmait réellement la vie. Descamps était quelqu'un de très régulier. C'était presque pathologique chez lui, apparemment, mais. C'est sûr. Il avait certains problèmes avec le temps, peut-être. C'est comme en méditation, tu as un temps où tu rentres. C'est ça. T'as voilà, ça fait une courbe en fait, et hop, t'as un plateau, Ouais. et après tu remontes, mais tu peux pas remonter d'un coup, c'est comme une plongée aussi. Tu peux des paliers, tu peux pas remonter d'un coup, sinon tu t'éclates tout à l'intérieur. Ouais. Vas-y. On change de réalité en fait. Et il faut apprendre ça en fait, mais après t'es pas obligé de. C'est comme quand tu apprends à plonger, tu fais pas trop profond au début, quoi, tu fais juste quelques paliers, ce que tu peux. Des fois ça peut être 10 minutes. Et puis il y a des moments dans l'année, ça peut être une semaine. Voilà, je pense que c'est comme ça. Mais après, c'est pas évident parce qu'il y a la théorie, la pratique, il y a ce qu'on vit. Moi, la méditation, ça va être beaucoup. 10 minutes, un quart d'heure par jour, déjà, c'est salvateur. Des fois, j'ai pas le temps. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas le temps. Parce que je suis trop fatiguée. Parce qu'une méditation, ça prend de l'énergie. Je suis vraiment d'accord avec En vous. fait, je rentre. L'épuisement, voilà, je reviens à l'épuisement que je disais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Mais alors, précisément, c'est très beau de voir à partir d'un exercice de méditation. Qu'est-ce que ça veut dire la méditation? C'est s'asseoir en silence, hein. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et quand on retrouve ce rapport à l'immobilité, paradoxalement, on croit que ça va nous stériliser, à dire là, en réalité, non. C'est pas vrai. On a un sens complètement distordu de l'efficacité. Ce rapport au temps où il n'y a plus d'espace, où il n'y a plus de vide, où tout doit être systématiquement, comme dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, 6 heures temps, 6 heures 2 minutes de plus, etc. C'est un rapport au temps qui est complètement stérilisant. Hein, en réalité, paradoxalement, ce n'est pas du temps perdu du tout. Au contraire, ce ne rien faire est une alimentation, une source pour l'action tout à fait indispensable, et ça, on ne le voit plus. Bah, on parle de temps de récréation. La récréation, c'est se recréer. Hein. Oui, absolument. Mais toutes les sagesses, toutes les spiritualités du monde ont senti ça. Pourquoi les gens s'arrêtent les vendredis et les samedis, les gens s'arrêtent les n'importe quoi, je veux dire. Ça sont de chaque tradition. Mais c'est ne rien faire. Ne rien faire. À un moment, c'est absolument indispensable. Le ne rien faire est la condition même de l'action douce. Nous voyons que si jamais on n'arrête jamais, on va être encore plus efficace. Il y a eu une proposition à un moment dans certaines villes chinoises, c'était une proposition folle. C'était de mettre en orbite une lune artificielle de telle manière que ce serait le jour tout le temps. Alors évidemment, les écologistes ont posé des cris en disant toutes les espèces nocturnes vont y passer, etc. Ce qui est la vérité, hein, évidemment. C'est assassin comme proposition. Mais c'est assassin pour nous aussi. L'idée qu'on on serait super efficace tout le temps, c'est une idée complètement erronée de l'efficacité en réalité. Je suis tout à fait d'accord. Et je parle de mon expérience, mais je n'ai jamais eu de si bonne note en maths que lorsque je fais 15 à 30 minutes de méditation avant les contrôles de maths.
C'est génial ça. C'est depuis le jour où j'ai fait ça, Ouais. les notes, elles sont passées de là à là, vraiment. C'est incroyable. Ça marche réellement. Mais oui, parce que d'abord, vous vous détendez. Vous vous Oui. détendez, donc vous allez voir les choses, les comprendre bien mieux. Que là, on est complètement abruti en réalité, dans ce rythme et dans ce contexte de plein permanent. Hein, c'est pas du tout par hasard hein, que plein de traditions, justement, accordent de la place au rien. Ce qui me fascine depuis 2-3 ans, en fait, ça devait être là déjà dans une grande activité, mais l'enseignement était un peu épargné. Maintenant, c'est la nécessité de faire 2 trucs en même temps, 3 trucs en même temps. Non seulement avant c'était serré, on avait beaucoup, maintenant il faut les faire en même temps. Le jour où ça m'a frappé, on était conviés au restaurant pour une formation, là, le jour où on avait formation, on n'avait pas cours. Maintenant, on a cours, et comme il y a les trucs en Zoom, entre deux, on te parle le même jour à formation. Donc tout est mal fait, c'est exactement ce que tu disais pour commencer. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un a une question, une remarque, une proposition hein? Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord qu'on propose à Monsieur Legrand une journée l'année prochaine où on se pose. Ce serait génial. Ah, vous serez plus là. Alors, il faudrait peut-être le faire avant, mais je ne sais pas si Déjà, ça va ces être vacances, possible, il y a si les choses ne sont pas lancées déjà. Oui. Il y a le séminaire de méditation De l'école de méditation, vous voulez dire? comment il s'appelle? De l'école de méditation. Ah, c'est l'école de méditation? Oui, bien sûr, c'est de l'école de méditation. Oui, oui, allez. Mes élèves sont conviés gratuitement à la participation. Pour le moment, il y en a 3 qui se sont lancés dans ces 2 dernières humaines. Et oui, vous êtes évidemment conviés à la participation qui est offerte à mes élèves pour participer au séminaire en ligne qui aura lieu se manifester comme tel. N'hésitez pas, parce que c'est une vérité vie, parce que vous découvrez quelque chose. Je repense à quand vous aviez parlé de proposer à M. Legrand une journée, mais avant de commencer par une journée, commençons par nos mercredis après-midi. Parce que là, c'est dur, hein, parce que honnêtement, mis à part le week-end, on a le soir, pour moi, et j'habite pas trop loin, quand je rentre, je travaille, manger, douche, dodo, et c'est tout. Après je m'en lève, je vais directement travailler, etc. Donc notre temps, il est juste mort, et on a que 17 ans. Ouais, alors là, c'est à Monsieur Blanquer, parce qu'effectivement, il y a une vraie réforme à faire. Oui, mais après, là, je parle pour la partie DST. La partie DST, là, c'est plus petit. Ouais, mais même, parce qu'en fait, Oui, bah, c'est un peu partout pareil. Hein. C'est un petit Ouais. peu partout pareil, c'est juste qu'il va falloir quand même réfléchir à la notion d'études. Ouais. Comment Et on là, c'est fait, compliqué. je trouve qu'il y a beaucoup d'heures. Voilà. Il ne faut quand même pas oublier que école, au départ, hein, ça vient de scoler, qui veut dire loisir. Et donc, loisir, ça veut dire quoi en l'occurrence? Ça ne veut pas dire qu'on fiche rien, ça veut dire qu'on n'est pas pris tout de suite par les logiques de rendement et d'efficacité. On n'est pas à l'usine, quoi. On n'est pas à l'usine encore. Et ça, c'est la subordination de l'école au monde de l'entreprise est une vraie catastrophe hein, quand même. Parce que, et encore une fois, on croit que ça va être plus, que du coup on va faire des bons petits soldats bien efficaces. En fait, ils vont être moins efficaces. En réalité, Normalement, je tiens quand même à dire que l'école, parce que souvent ça sert à avoir un travail. C'est d'avoir en fait être le plus libre possible par son instruction. En dehors de la sphère de la famille, on n'est pas égalité, etc. Donc on essaye de répartir un peu les richesses et les chances. Et puis à devenir des citoyens participants à la société. Donc ce qui va vous permettre effectivement de choisir au mieux hein, ce qu'on peut dire, vos métiers et pas votre travail. Parce que le travail, c'est à l'entreprise de vous former pour un logiciel, c'est pas à l'école. Et ça ne se passera jamais ça, c'est une catastrophe. Voilà, on vous forme pour aller travailler à McDo, c'est McDo qui doit vous former. Ce manque de temps ou cet hyper-temps nous bouffe notre liberté. On n'a plus le temps de choisir
puisqu'on est sans arrêt obligé de produire, de faire, etc. On a plus cette liberté. Moi, je rejoins ça, c'est ce que je voulais dire un petit peu, dans le sens aussi où effectivement l'école qui doit ouvrir, je reviens sur la notion de soldats, on forme des bons petits soldats pour pouvoir aussi dominer. Voilà, je commence à sérieusement me poser des questions à certains niveaux de société. Si on ne veut pas dominer, on en revient c'est ça, une dressage, hein. Enfin, on est des bêtes de somme, on a dressé les animaux, en gros on dresse les hommes pour aller à la télé. On revient peut-être au Moyen-Âge, au James Sozou, enfin dans toutes ces histoires-là, pour pouvoir dominer et effectivement ne plus avoir le choix de certaines libertés. Et pouvoir choisir de nos vies. De disposer de nos vies, de notre temps. Mais justement, ce que Evelyne a dit, ça a été repris par du coup George Orwell dans 1984, parce que justement le rapport au temps, il est biaisé parce qu'en fait, il y a le ministère, donc j'ai oublié le nom du ministère, qui s'occupe en fait d'effacer des événements historiques qui se sont passés. Merci au ministre de la Culture qui s'occupe d'effacer ce qui s'était passé pour ensuite formater, et ensuite du coup le but de la population c'est qu'ils ne soient plus capables de penser par eux-mêmes et que leurs pensées soient aliénées, justement parce que comme on leur bourre le crâne d'informations tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où ils peuvent se recentrer sur eux-mêmes et se dire « Ah, il y a peut-être un truc qui cloche ». Donc en fait, c'est un des piliers du régime totalitaire, le fait qu'on puisse contrôler le temps et que... voilà. Je voudrais juste expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, la vie dans un monastère. Moi, j'ai discuté avec des moines. Le temps est réglé pour eux. Ils ont par exemple 7 offices dans la journée, etc. Et ils ont une cloche qui les appelle. Mais ils n'ont pas de montre. Et ils nous disent que pour eux, c'est alors on leur dit, mais quand même, vous devez être là. On dit, on n'a aucune obligation de l'être. C'est nous qui nous donnons l'obligation parce qu'on choisit, puisqu'on a choisi cette vie. Et le fait d'avoir une cloche, de ne pas avoir de montre, eh bien, ça nous ouvre justement à un espace de liberté incroyable. Alors qu'on pourrait penser que le fait qu'on dit, il est, alors là où je vais, c'est 2h du matin, 6h du matin, enfin, etc. Ça peut nous sembler contraignant. Pour eux, c'est un espace de liberté. De pouvoir se dire, entre telle heure et telle heure, moi, je fais ce que je veux, entre guillemets, puisqu'ils ont un travail à faire, ils ont des lectures, ils ont des choses. C'est très intéressant ce que tu dis là. Mais ils ont besoin d'un cadre. C'est ça. C'est ça. Alors, nous, on est, voilà, il y a le besoin humain d'avoir un cadre, et puis le trop de cadre qu'on a maintenant. Ce n'est plus un cadre, d'ailleurs. Ce n'est plus un cadre. C'est une grille. C'est dessus, voilà. C'est des portes de prise partout. Pour rebondir sur ce que tu as dit, j'ai eu à peu près cette même impression pendant le confinement. Honnêtement, moi j'étais bien. Au début c'était étrange, mais en termes de travail, je me sentais productive. Je me levais le matin, j'étais avec ma famille, j'étais dans un environnement qui était juste familier, et ça m'a aidée. Je me disais, là on va travailler ça. Je regardais pas ma montre, je me disais juste j'accomplis ma tâche, et après j'ai du temps pour moi. Et il y a un certain réconfort, c'est un peu comme le travail et la récompense. Or maintenant, on n'a même plus le temps de s'accorder des récompenses. Et aujourd'hui, quand je vais à l'école le matin, en arrivant ici après 1 heure de transport, je me dis, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie parce que je suis déjà fatiguée, c'est le début de la journée. Et après, les heures s'enchaînent, on rentre à la maison, puis c'est la fameuse routine travail, métro, dodo, et puis il n'y a pas de stop. Or, pendant le confinement, j'ai réussi à trouver un certain équilibre que là je perds en fait, et je sais pas comment remettre mes pendules à l'heure. C'est ça la question. Mais en tout cas c'est tout à fait par rapport à vos 2 témoignages là, c'est des projets pédagogiques en soi, c'est-à-dire laissons simplement, ce serait génial si on disait tiens on prévoit une après-midi où tout le monde laisse sa montre, ses téléphones portables, tout cadrant, et où quelqu'un dans la méditation il y a un gardien du temps.
Il y a un gardien du temps. Alors c'est très très beau parce qu'en fait on peut s'abandonner au déploiement du temps. Voilà, c'est pas moi qui dois m'en occuper, il y a quelqu'un qui à un moment va me dire tiens voilà, là on en est là, c'est simplement une indication. C'est tellement plus léger. Souvent la cloche d'ailleurs. Voilà, exactement. Soit le gong, qui est tellement riche de résonance, hein, où on laisse le son se déployer jusqu'au bout, par rapport à ton histoire d'aller jusqu'au bout. Ça, ce serait vraiment formidable. C'est tout simple, hein, comme on pourrait vraiment imaginer une espèce de rééducation du rapport au temps. Moi, je pense que c'est indispensable. On ne peut plus continuer comme ça. Dans les pays, c'est plus on se concentre au travail, on se lève le matin, on commence à 8h, 8h15. Et après, l'après-midi, il reste parce que, parfois, il y a des clubs, etc. Mais les jeunes restent dans les écoles parce qu'ils y sont bien. Je ne sais pas vous, hein, mais je pense que les vraiment pour l'école le matin, dès que la sonne, tout ce qu'on dit, c'est l'enregistrement. Et bah ouais, j'ai vu des endroits où, bah non. Les jeunes, ils crèment dans l'école, ils sont bien, ils disent tiens, si on vient que de machin, essayer de voir s'il y a certains élèves qui veulent jouer un morceau de musique. Je ne sais pas encore, voilà. Peut-être que ce serait quelque chose. Il y a une club d'établissement qui fait les années et qui a fait ça, qui a instauré des pratiques méditatives régulièrement, rassembler des élèves à tous, on en a fait. Quel bonheur. C'est absolument. Non, il y a véritablement alors on pourrait, évidemment, c'est difficile de passer là-dedans, mais en revanche, oui, une après-midi, on dit personne n'amène. Tout le monde s'abandonne, parce qu'en même temps, c'est un acte de confiance. Là, on a tendance à tout reporter sur sa propre volonté, c'est moi qui vais faire, au lieu de s'abandonner à quelque chose qui peut nous venir, nous donner. Il y a quelque chose comme un resserrement, un croisement, une séparation des autres en réalité. Puisque c'est moi qui vais en faire le matin, j'aurais dû faire les passer. Comme tu dis que cocher toutes les cases, etc. Tout dépend de moi. Hein? Or, dans ce que tu disais à propos des monastères et que j'ai vécu à d'autres niveaux dans les groupes méditatifs, on s'en remet. Ben voilà. Quelqu'un va nous prendre par la main et nous dire tiens, à ce moment-là, on va faire ça. Et à ce moment-là, on oublie le temps. Hein. Bien sûr. Alors moi, je suis la gardienne du temps, mais si on veut que nos élèves aient du temps pour déjeuner. se poser, déjeuner pour pouvoir être très